Une femme de 52 ans est assise à la table du petit déjeuner. Son mari lui demande comment elle va. Elle répond « Je vais bien », avant même de ressentir quoi que ce soit. La réponse est automatique, répétée, comme si elle récitait un texte appris par cœur depuis des décennies. Ce n'est pas un mensonge conscient, c'est quelque chose de plus ancien. Elle ne vérifie même pas intérieurement si elle va bien. La question ne lui vient jamais à l'esprit. Elle reste bloquée à la surface, où une version polie, fonctionnelle et invisible répond à sa place. Son mari accepte la réponse, il l'a toujours acceptée. Et elle continue à boire son café, tandis que quelque chose en elle, quelque chose qu'elle n'a jamais appris à nommer, reste silencieux. Il y a des gens qui fonctionnent parfaitement dans la société. Ils travaillent, ils paient leurs factures, ils sourient quand ils doivent sourire, mais ils vivent comme des étrangers à eux-mêmes. Elles ne savent pas ce qu'elles ressentent, elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Et quand quelqu'un leur demande « Qui êtes-vous vraiment ?», la réponse ne vient pas, non pas parce qu'elles ne veulent pas répondre, mais parce qu'elles n'ont jamais eu le droit de le savoir. Sourire quand on souffre n'est pas de la gentillesse. S'isoler quand on a besoin de connexion n'est pas de l'introversion. Ne pas savoir qui on est à 40, 50, 60 ans n'est pas un manque de connaissance de soi. Ce sont des symptômes, des signes que quelque chose a été interrompu trop tôt. Et ce quelque chose a un nom, le droit d'exister, tel que vous étiez vraiment. Les enfants qui grandissent dans des environnements émotionnellement hostiles, pas nécessairement violents mais froids, négligents, trop exigeants ou trop indifférents, apprennent tôt une leçon silencieuse. Leur vérité dérange, leurs émotions sont gênantes, leurs besoins sont des fardeaux. Et la solution que l'enfant trouve, la seule solution possible à ce moment-là, est simple et dévastatrice. Disparaître, pas physiquement, émotionnellement. Il construit une version de lui-même qui est tolérable, acceptable, invisible. Carl Jung a appelé cela la persona, le masque social que nous utilisons pour nous adapter au monde. Mais Jung savait quelque chose de crucial. La persona devait être un outil, pas une prison. Elle devait être quelque chose que l'on enfile et que l'on enlève selon les besoins. Mais lorsqu'un enfant est contraint de porter ce masque pour survivre émotionnellement, quelque chose de terrible se produit. Le masque colle à la peau, il devient une seconde peau. Et lorsqu'il grandit, il ne sait plus où finit le masque et où commence sa propre personnalité. Il existe des signes très spécifiques qui indiquent que cela vous est arrivé. Ce ne sont pas des signes vagues. Ce sont des comportements observables, des schémas répétitifs, des réactions automatiques qui semblent irrationnelles jusqu'à ce que vous compreniez d'où elles viennent. Certains, vous les reconnaissez en vous-même. D'autres, vous les voyez chez vos proches et vous n'avez jamais su les nommer. Mais tous indiquent la même origine. Une enfance où il était dangereux d'être authentique. Vous changez de comportement lorsque quelqu'un entre dans la pièce. Vous vous sentez coupable dans des situations tout à fait normales. Vous souriez alors que quelque chose en vous crie. Ou peut-être est-ce le contraire. Vous vous renfermez complètement. Vous ne partagez rien. Vous vivez isolé, même lorsque vous êtes entouré de gens. Et lorsque vous essayez d'expliquer pourquoi vous agissez ainsi, vous n'y parvenez pas. Parce que ces réactions ne proviennent pas de la logique. Elles proviennent d'un système de survie qui a été installé avant que vous n'ayez les mots pour le comprendre. Mais voici ce que personne ne vous a dit. Ces signes ne signifient pas que vous êtes brisé. Ils signifient que vous avez été obligé de vous briser pour vous adapter. Et l'enfant qui a fait cela, qui a appris à disparaître, à sourire quand ça faisait mal, à ne rien demander, à ne rien ressentir, n'avait pas tort. Il se protégeait de la seule manière qu'il connaissait. Le problème, c'est que cette protection a un coût. Et ce coût se paie à l'âge adulte, dans des relations qui ne durent pas, dans des amitiés qui ne s'approfondissent jamais, dans un sentiment constant de jouer un rôle, de ne jamais être vraiment présent, de vivre comme un acteur dans une pièce que vous n'avez pas choisie. Et le pire de tout, le sentiment que si quelqu'un vous voyait vraiment, si quelqu'un s'approchait trop près, il découvrirait qu'il n'y a rien là, seulement le masque. Mais pourquoi ce masque, qui aurait dû être temporaire, n'est-il jamais tombé? Pourquoi un adulte fonctionnel, intelligent, capable, continue-t-il à agir comme un enfant qui a besoin d'approbation pour exister? Et plus important encore, que se passe-t-il lorsque vous réalisez enfin que vous avez passé toute votre vie à être quelqu'un que vous n'avez jamais été? Quand un enfant pleure et que personne ne vient, il apprend quelque chose. Quand il parle et qu'on l'ignore, il apprend quelque chose. Quand il demande de l'aide et qu'on lui répond « tu exagères », il apprend quelque chose. Il n'apprend pas avec des mots. Il apprend par la répétition, par les silences, par la façon dont ses parents détournent le regard quand il essaie de montrer ce qu'il ressent.
La leçon n'est jamais dite à voix haute, mais elle est absorbée comme une vérité absolue. Vous dérangez. Vos émotions sont gênantes. Votre existence est un fardeau qui doit être minimisé. Et l'enfant qui n'a pas le choix, qui n'a nulle part où aller, qui dépend de ces personnes pour survivre, fait la seule chose qu'il peut faire. Il disparaît. Pas littéralement. Émotionnellement, elle apprend à ne pas pleurer, à ne pas demander, à ne pas montrer quand quelque chose fait mal. Elle construit une version d'elle-même qui est acceptable, qui ne pose pas de problème. Et cette version, cet enfant poli, calme, qui dit toujours que tout va bien, reçoit ce que l'enfant véritable n'a jamais reçu, un peu de paix, un peu d'approbation, parfois même un compliment. Carl Jung comprenait ce mécanisme avec une clarté troublante. Il a appelé cette construction persona, le masque social que nous développons pour nous adapter au monde. Dans des conditions saines, la persona est un outil. Vous l'utilisez au travail, dans des situations formelles, lorsque vous devez naviguer dans des contextes sociaux qui exigent une version spécifique de vous-même. Mais vous savez que c'est un masque, et à la fin de la journée, vous l'enlevez, vous rentrez chez vous, vous revenez à vous-même. Mais lorsqu'un enfant est contraint de construire ce masque, non pas pour naviguer dans le monde, mais pour survivre émotionnellement au sein de son propre foyer, quelque chose se brise. Le masque cesse d'être un outil et devient une structure. Ce n'est plus quelque chose que vous portez, c'est quelque chose que vous êtes. Et lorsque cela se produit pendant l'enfance, lorsque le cerveau est encore en formation, lorsque l'identité est encore en construction, l'enfant perd quelque chose qu'il ne pourra jamais récupérer sans aide, le contact avec qui il était vraiment. Cela ne se produit pas dans les familles visiblement abusives. Cela se produit dans les foyers silencieux où personne ne crie, mais où personne n'écoute. Dans des familles apparemment fonctionnelles, où tout le monde mange ensemble, va à l'église, prend des photos en souriant, mais où aucune émotion réelle n'est autorisée. Cela se produit avec des parents qui ne frappent pas, mais qui ignorent, qui ne jurent pas, mais qui invalident, qui disent « je t'aime », mais ne demandent jamais « qui es-tu » et l'enfant grandit. Il devient adulte, fonctionnel, bien adapté. Tout le monde dit qu'elle s'en est bien sortie. Elle travaille, paie ses factures, a des relations. Mais à l'intérieur, quelque chose ne va vraiment pas. Elle sourit quand elle est détruite. Elle dit « je vais bien » quand elle s'effondre. Elle ne demande pas d'aide même quand elle se noie. Et le plus effrayant de tout, elle ne le fait pas consciemment. Ce n'est pas un choix, c'est un conditionnement. C'est le système de survie que l'enfant a mis en place il y a des décennies et qui n'a jamais été désactivé. Ce sont les premiers signes, les plus évidents. Ceux qui apparaissent dans presque toutes les histoires de ceux qui ont grandi en devant disparaître pour être tolérés. Vous souriez tout le temps, même quand quelque chose vous blesse profondément, même quand quelqu'un vous traite mal, même quand vous devriez être en colère, triste, blessé. Le sourire vient automatiquement, comme un réflexe. Parce que dans l'enfance, sourire était une façon de dire « je ne suis pas une menace, je ne vais pas vous déranger, vous pouvez m'ignorer tranquillement ». Ou peut-être êtes-vous du genre à vous isoler, à vous éloigner des gens avant qu'ils ne s'éloignent de vous, à préférer la solitude même quand elle fait mal, parce qu'au moins dans la solitude, vous avez le contrôle. Personne ne peut vous décevoir si vous ne laissez personne entrer. Personne ne peut vous rejeter si vous vous rejetez d'abord vous-même, et vous vivez entouré de gens, mais profondément seul, parce que l'enfant que vous étiez a appris que les relations sont dangereuses, que s'ouvrir, c'est prendre des risques, et que la meilleure façon de ne pas être abandonné est de ne jamais se rapprocher suffisamment pour que cela ait de l'importance. Certains apprennent à ne jamais se plaindre, à ne jamais montrer leur mécontentement, à ne jamais dire « cela m'a blessé » ou « j'ai besoin d'autre chose ». Ils acceptent tout, les mauvaises relations, les emplois qui les détruisent, les amitiés unilatérales où ils donnent toujours et ne reçoivent jamais. Et quand quelqu'un leur demande pourquoi ils ne partent pas, pourquoi ils ne fixent pas de limites, pourquoi ils ne demandent pas ce dont ils ont besoin, la réponse est toujours la même. Je ne veux pas être difficile. Comme si avoir des besoins était un défaut, comme si demander du respect était trop exigé. Mais voici ce que Jung voyait et que la plupart des gens ne parviennent pas à voir. Ces comportements ne sont pas aléatoires. Ce ne sont pas des traits de personnalité. Ce sont les symptômes d'un système de défense qui a été construit par un enfant terrifié et qui n'a jamais été démantelé. L'enfant qui a appris à sourire quand il souffrait l'a fait parce que pleurer était puni. L'enfant qui a appris à s'isoler l'a fait parce que chercher à créer des liens entraînait le rejet. L'enfant qui a appris à ne rien demander l'a fait parce que chaque demande était considérée comme gênante.
Et le plus cruel, c'est que ces comportements ont fonctionné. Ils ont protégé l'enfant. Ils lui ont permis de survivre dans un environnement émotionnellement hostile sans se briser complètement. Le problème, c'est que l'enfant a grandi. L'environnement a changé. Mais le système de défense est resté actif. Et maintenant, des décennies plus tard, l'adulte continue d'agir comme s'il était toujours dans cette maison, dans cette enfance, dans ce danger qui n'existe plus. Mais le système ne s'éteint pas tout seul. Parce que pour l'esprit, il fonctionne toujours. Vous êtes toujours en vie, n'est-ce pas? Vous vous débrouillez toujours, n'est-ce pas? Alors pourquoi changer? Le cerveau ne comprend pas que survivre n'est pas la même chose que vivre. Il ne comprend pas que fonctionner n'est pas la même chose qu'être entier. Et tant que vous ne réaliserez pas que vous fonctionnez avec un manuel de survie écrit par un enfant de 6 ans, vous continuerez à répondre au monde adulte avec les outils d'un enfant effrayé. Et là surgit la question que personne ne pose, mais que tout le monde devrait poser. Si le masque a été conçu pour protéger l'enfant, que se passe-t-il lorsque l'enfant grandit, mais que le masque ne disparaît pas? Que se passe-t-il lorsque vous passez 30, 40, 50 ans à être quelqu'un que vous n'avez jamais été? Et plus important encore, pourquoi même lorsque vous vous en rendez compte, même lorsque vous savez que vous vivez une vie qui n'est pas la vôtre, vous n'arrivez toujours pas à retirer le masque? La réponse à la question « Pourquoi le masque ne s'enlève-t-il pas ?» est simple et terrifiante, parce qu'à un moment donné, vous avez oublié qu'il s'agissait d'un masque. Il s'est tellement fondu en vous qu'il n'y a plus de séparation. Vous ne portez pas la persona. Vous croyez que la persona, c'est vous. Et lorsque cela se produit, arracher le masque ne semble plus être une libération. Cela ressemble à une destruction, parce que si vous n'êtes pas la personne polie, fonctionnelle, qui sourit toujours et ne se plaint jamais, alors qui êtes-vous? C'est la transition que personne n'explique. Le passage de l'enfance à l'âge adulte devrait être le moment où vous pouvez enfin être qui vous êtes vraiment. Ce devrait être le moment où le besoin de plaire à vos parents, d'être tolérable, de minimiser votre existence, prend enfin fin. Mais cela ne s'arrête pas, parce que le système de survie que vous avez construit ne s'éteint pas simplement parce que vous avez quitté la maison. Il continue de fonctionner. Et maintenant, au lieu d'essayer d'être acceptable pour vos parents, vous essayez d'être acceptable pour tout le monde, pour votre patron, pour vos amis, pour votre partenaire, pour des inconnus dans la rue. Et les signaux qui ont commencé dans l'enfance se cristallisent. Ils deviennent des schémas permanents, des comportements automatiques que vous ne remarquez même plus. Vous entrez dans une pièce et vous scannez immédiatement l'ambiance émotionnelle. Qui est de mauvaise humeur? Qui est mal à l'aise? Qui a besoin d'être apaisé? Et avant même d'avoir consciemment traité quoi que ce soit, vous avez déjà ajusté votre comportement. Vous avez changé le ton de votre voix. Vous avez modifié votre posture. Vous avez effacé toute trace d'émotion réelle qui pourrait déranger quelqu'un. Ce n'est pas de la sensibilité sociale, c'est de l'hypervigilance. C'est le système de défense d'un enfant qui devait constamment surveiller l'état émotionnel des adultes qui l'entouraient pour savoir s'il était en sécurité. Et vous n'avez jamais désactivé ce système. Alors maintenant, à 30, 40, 50 ans, vous continuez à le faire. Vous continuez à vous adapter. Vous continuez à disparaître. Et vous ne vous rendez même plus compte que vous le faites. Les relations deviennent impossibles. Non pas parce que vous ne voulez pas de connexion, mais parce que vous ne savez pas comment vous connecter véritablement. Toutes les relations que vous construisez sont basées sur une version acceptable de vous-même. Sur la personne qui sourit tout le temps, qui ne crée jamais de problème, qui est toujours disponible, qui ne demande jamais rien. Et les gens aiment cette version. Bien sûr qu'ils l'aiment. Elle est facile, pratique, mais ce n'est pas vous. Et quelque part au fond de vous, vous le savez. Vous savez que si quelqu'un vous connaissait vraiment, si quelqu'un voyait au-delà du masque, il s'enfuirait. Alors, vous faites l'une des deux choses suivantes. Soit vous gardez tout le monde à distance, relations superficielles, amitiés qui ne s'approfondissent jamais, partenaires romantiques qui ne s'approchent jamais trop. Soit vous vous engagez dans des relations intenses où vous vous perdez complètement, où vous vous adaptez tellement à l'autre personne que vous cessez d'exister. Et ces deux options sont les symptômes du même problème. Vous ne savez pas comment être dans une relation en étant qui vous êtes vraiment. Parce que vous ne savez pas qui vous êtes vraiment. Et voici l'un des signes les plus dévastateurs. Vous avez peu d'amis, ou aucun, non pas parce que vous n'êtes pas sociable. Vous pouvez même être très doué dans les situations sociales. Vous savez quoi dire, vous savez faire rire les gens. Mais lorsque l'interaction prend fin, il ne reste rien. Parce que vous n'êtes jamais vraiment présent. Vous jouez un rôle, et les gens le sentent. Ils ne savent peut-être pas mettre le doigt dessus, mais ils sentent qu'il manque quelque chose.
que la connexion est superficielle. Et finalement, ils s'éloignent, ou vous vous éloignez, parce que maintenir cette performance est épuisant. Jung disait que plus la persona est rigide, plus la connexion avec le vrai moi est faible. Et lorsque vous perdez cette connexion, les relations deviennent des transactions. Vous offrez une version acceptable de vous-même et espérez qu'en échange, les gens ne vous abandonneront pas. Mais ce n'est pas de l'intimité, c'est de la négociation. Et au fond, vous savez que vous vendez quelque chose qui ne vaut rien, parce que ce n'est pas réel. L'autorité devient un problème. Soit vous vous soumettez complètement, vous acceptez tout, ne remettez jamais rien en question, devenez l'employé parfait qui ne se plaint jamais, ne demande jamais d'augmentation, ne fixe jamais de limites. Soit vous vous rebellez de manière disproportionnée contre toute forme d'autorité, parce que dans votre enfance, l'autorité était synonyme de contrôle. Elle signifiait que vous n'aviez pas votre mot à dire, vous n'aviez pas le choix. Et maintenant, en tant qu'adulte, toute personne en position d'autorité vous rappelle cette terreur ancienne. Alors soit vous vous annulez complètement, en répétant le schéma de soumission que vous avez appris, soit vous explosez, en résistant de manière irrationnelle à toute forme de hiérarchie. Et il y a quelque chose d'encore plus cruel. Lorsque vous êtes près de vos parents, vous régressez, immédiatement. Vous redevenez l'enfant qui devait disparaître. Peu importe que vous ayez 40 ans, peu importe que vous soyez prospère, indépendant, capable, lorsque vous êtes dans cette maison, ou lorsque vos parents sont près de vous, quelque chose change. Votre voix devient différente, votre comportement s'adapte, et vous acceptez des choses que vous n'accepteriez jamais de quelqu'un d'autre, parce que l'enfant en vous essaie toujours d'être tolérable. Il essaie toujours de ne pas déranger. Il espère toujours que si vous êtes assez bon, ils vous verront enfin, mais ils ne vous voient jamais, parce qu'ils ne vous regardent pas. Ils regardent la version d'eux-mêmes qu'ils ont créée, et vous collaborez à cela. Parce que l'alternative, montrer qui vous êtes vraiment et risquer le rejet, est trop terrifiante. Vous voyez une mère avec son fils au supermarché, elle est accroupie, elle le regarde dans les yeux, elle écoute ce qu'il a à dire, et quelque chose en vous se brise, parce que vous reconnaissez là quelque chose que vous n'avez jamais eu. Vous n'avez jamais eu quelqu'un qui se penchait vers vous, qui vous écoutait, qui vous voyait comme une personne et non comme un inconvénient. Et vous souhaitez, avec une douleur que vous ne savez pas toujours nommer, que cela ait été vous, que quelqu'un vous ait regardé de cette façon. Ces moments sont révélateurs, parce qu'ils montrent que vous n'avez pas oublié ce que vous avez perdu. Tu portes cela en toi, tous les jours. L'absence de quelque chose qui aurait dû être là. Et cette absence se manifeste dans chaque relation, dans chaque interaction, chaque fois que tu souris alors que tu es détruit, ou que tu t'isoles alors que tu as besoin d'aide. Parce que l'enfant qui n'a jamais été vu a appris à ne pas exister. Et l'adulte que tu es devenu suit toujours cette règle. Mais voici ce que personne ne vous a dit. Le problème n'est pas que vous êtes incapable d'établir des relations. Ce n'est pas que vous êtes antisocial, difficile, inadéquat. Le problème est que vous essayez d'établir des relations avec le monde en utilisant un système de survie créé pour une guerre qui est déjà terminée. Vous agissez comme si vous deviez encore disparaître pour être accepté, comme s'il était encore dangereux d'exister vraiment. Et tant que vous ne comprendrez pas cela, tant que vous ne réaliserez pas que vous vivez selon les règles d'une enfance qui n'existe plus, vous continuerez à créer des relations qui ne durent pas, des amitiés qui ne s'approfondissent jamais, et vous continuerez à vous sentir comme un imposteur dans votre propre vie, parce que vous êtes un imposteur, non pas parce que vous êtes faux, mais parce que la personne que vous montrez au monde n'est pas vous. C'est la version que l'enfant effrayé a créée pour survivre, et cette version vous tue lentement. Il y a une question qui devrait être simple, mais qui paralyse complètement ceux qui ont grandi en devant disparaître. Que voulez-vous? Pas ce que les autres attendent, pas ce qui serait le plus pratique, pas ce qui causerait le moins de problèmes, ce que tu veux, vraiment, sincèrement. Et la réponse ne vient pas, non pas parce que tu ne veux pas répondre, mais parce que tu ne sais pas. Tu as passé tellement de temps à te demander ce dont les autres ont besoin, ce que les autres approuvent, ce que les autres tolèrent, que tu as complètement perdu le contact avec tes propres désirs. Ce n'est pas un manque de connaissance de soi, c'est la conséquence directe de l'effacement. Lorsque vous passez toute votre enfance à apprendre que vos envies sont inconvenantes, que vos désirs sont égoïstes, que vos besoins sont des fardeaux, vous cessez de les consulter, vous cessez d'y prêter attention, et finalement, ils disparaissent, tout simplement, non pas parce qu'ils ont cessé d'exister, mais parce qu'ils ont été enfouis si profondément, réprimés avec tant de force, que vous ne pouvez plus y accéder. Carl Jung appelait cela l'ombre.
les parties de nous-mêmes qui ont été rejetées, réprimées, cachées parce qu'elles n'étaient pas acceptables. L'ombre n'est pas seulement ce qu'il y a de mauvais en vous, c'est tout ce que vous avez dû nier pour être toléré. Vos désirs, vos colères, vos tristesses, vos opinions, votre sexualité, votre créativité, tout ce qui était considéré comme inconvenant, inapproprié ou menaçant a été jeté dans l'ombre. Et il y est resté. Il n'est pas mort. Il a simplement été enfermé dans un sous-sol psychologique dont vous n'avez plus les clés. Et le résultat est dévastateur. Vous devenez un adulte qui ne sait pas ce qu'il ressent. Quelqu'un vous blesse profondément et vous ne parvenez pas à nommer cette émotion. Vous savez que quelque chose ne va pas. Vous ressentez un vague malaise, mais vous ne pouvez pas dire s'il s'agit de colère, de tristesse, de déception ou de chagrin. Parce que vous n'avez jamais appris le langage de vos propres émotions. Vous avez appris le langage des émotions des autres. Vous savez parfaitement identifier quand quelqu'un est irrité, mal à l'aise ou déçu. Mais quand on vous demande comment vous vous sentez, vous restez sans réponse. Et cela s'étend à tout. Vous ne savez pas quelle carrière vous voulez vraiment suivre. Vous ne savez pas si vous voulez avoir des enfants. Vous ne savez pas quel type de relation vous rendrait heureux. Parce que toutes vos décisions ont été prises sur la base de critères externes, ce que vos parents approuvent, ce que la société attend, ce qui serait le plus sûr, ce qui causerait le moins de déception. Vous avez passé toute votre vie à consulter tout le monde, sauf vous-même. L'un des signes les plus révélateurs de cela est ce qui se passe lorsque quelqu'un entre dans la pièce. Vous changez, instantanément. Ce n'est pas un changement conscient, c'est automatique. Votre posture s'ajuste, le ton de votre voix change, l'énergie que vous projetiez se recalibre complètement, parce que vous êtes en train de lire la personne qui est entrée. Vous scannez son humeur, ses attentes, ce qu'elle attend de vous, et vous vous transformez en la version de vous-même qui correspond le mieux à ce moment. Ce n'est pas de l'empathie, c'est du camouflage. C'est ce que font les animaux lorsqu'ils doivent survivre dans des environnements hostiles. Ils s'adaptent, ils changent de couleur, ils deviennent invisibles. Et vous avez appris à faire exactement la même chose. Devenir la version de vous-même dont chaque personne a besoin. Avec votre patron, vous êtes compétent et servile. Avec vos amis, vous êtes léger et simple. Avec votre famille, vous êtes le fils qui ne pose pas de problème. Mais aucune de ces versions n'est vous. Ce sont toutes des masques. Et vous les changez si vite, avec tant d'habileté, que vous ne vous rendez même plus compte que vous le faites. Le problème, c'est que cela a un coût. Et ce coût, c'est que vous n'êtes jamais vraiment présent. Vous êtes toujours en train de jouer un rôle, toujours en train de vous adapter, toujours en train de surveiller. Et à la fin de la journée, quand vous êtes seul, quand il n'y a personne pour qui jouer un rôle, vous ne savez pas qui vous êtes, parce que vous avez passé toute la journée à être 7 versions différentes de vous-même, et aucune d'entre elles n'était réelle. Et puis il y a un signe encore plus subtil, mais tout aussi dévastateur. Vous vous sentez coupable dans des situations tout à fait normales. Votre patron vous convoque pour un entretien de feedback. Il vous dit avec toute la neutralité professionnelle du monde qu'il aurait aimé que vous meniez un projet différemment, et ce qui devrait être une conversation normale, une partie naturelle de tout travail, vous détruit. Vous ressentez des vagues de honte, de culpabilité, comme si vous aviez commis un crime, comme si vous aviez échoué de manière irréparable, ou quelqu'un vous demande de changer d'avis sur quelque chose de trivial, ou dîner, quel film regarder. Et vous ressentez une culpabilité disproportionnée pour avoir exprimé votre désaccord, comme si avoir une préférence différente était une attaque personnelle, comme si être en désaccord était une trahison, parce que dans votre enfance, exprimer son désaccord était dangereux, avoir une opinion différente entraînait le rejet, la punition, ou pire encore, l'indifférence. Vous avez donc appris à ne jamais être en désaccord. Et maintenant, des décennies plus tard, la moindre divergence vous remplit de culpabilité et de honte. Jung disait que lorsque vous réprimez certaines parties de vous-même pendant suffisamment longtemps, elles ne disparaissent pas. Elles se retournent contre vous. La colère que vous n'avez jamais pu exprimer se transforme en dépression. La tristesse qui n'a jamais été validée se transforme en anxiété. Les désirs qui n'ont jamais été autorisés se transforment en compulsion. Et la culpabilité que vous ressentez dans des situations normales n'est pas une véritable culpabilité. C'est le système de contrôle qui a été installé dans votre enfance, vous punissant d'oser exister. Et il y a quelque chose d'encore plus insidieux qui se passe. Vous prenez des décisions qui engagent toute votre vie, non pas en fonction de ce que vous voulez, mais en fonction de ce que vous pensez devoir vouloir. Vous choisissez une carrière parce que vos parents l'approuvent,
Vous restez dans une relation parce que la quitter semblerait égoïste. Vous entretenez des amitiés qui vous épuisent parce que mettre fin à une amitié serait cruel. Et vous construisez toute une vie autour de l'évitement de la culpabilité, de l'évitement du rejet, de l'évitement de toute possibilité que quelqu'un vous considère comme gênant. Mais cette vie que vous avez construite n'est pas la vôtre. C'est une vie conçue pour plaire à des fantômes d'attente qui vous ont été imposés lorsque vous aviez 5, 7, 10 ans, des attentes de parents qui ne se souviennent peut-être même pas de ce qu'ils ont dit, mais que vous avez intériorisées comme des vérités absolues. Et maintenant, vous vivez une vie que vous n'avez pas choisie. Vous occupez un emploi qui ne vous épanouit pas. Vous entretenez des relations qui ne vous nourrissent pas, parce qu'à un niveau profond, vous croyez toujours que vous n'avez pas le droit d'en vouloir plus. Et le plus tragique, c'est que vous ne vous rendez même pas compte que vous faites cela, parce que la persona est si bien intégrée que vous croyez sincèrement que ces choix sont les vôtres. Vous vous persuadez que vous êtes introverti, alors qu'en réalité, vous avez simplement appris à vous isoler. Vous croyez que vous n'avez aucune ambition, alors qu'en réalité, vous avez simplement enfoui vos désirs si profondément que vous ne les entendez plus. Vous pensez être une personne facile à vivre, alors qu'en réalité, vous ne faites que répéter le schéma consistant à ne jamais déranger personne. Mais il arrive un moment où ce système commence à se fissurer. Non pas parce que vous avez consciemment décidé de le remettre en question, mais parce que le coût pour maintenir cette performance devient plus élevé que celui pour y faire face. Et ce moment arrive généralement de manière inattendue et brutale. Quelqu'un vous traite exactement comme vous avez toujours laissé les autres vous traiter, mais cette fois, quelque chose en vous dit non. Ou vous êtes en pleine réunion, souriant et acquiescent, et vous réalisez soudainement que vous ne croyez en rien de ce que vous dites. Ou vous êtes dans une relation où vous avez toujours été complaisant, et quelque chose se brise. Vous n'en pouvez plus. Ces moments sont dangereux, parce qu'ils vous obligent à voir quelque chose que vous avez passé des décennies à éviter. Vous ne vivez pas votre vie. Vous suivez un scénario qui a été écrit par des personnes qui ne vous ont jamais demandé qui vous étiez. Et maintenant, vous êtes au milieu de votre existence. Vous regardez autour de vous et vous réalisez que rien de tout cela ne vous appartient. Ce n'est pas votre carrière, ce ne sont pas vos relations, ce n'est pas votre personnalité. Tout est emprunté, tout est construit pour plaire, tout est joué. Et la question qui se pose, la question qui vous paralyse et vous libère à la fois, est la suivante. Si je retire tout ce que j'ai construit pour être acceptable, que reste-t-il? Si j'arrête de sourire quand ça fait mal, d'être d'accord quand je ne suis pas d'accord, de disparaître quand je dérange, qui suis-je? Et cette question est terrifiante, parce que vous n'êtes pas sûr qu'il y ait quelqu'un là-dedans. Ou pire, vous êtes sûr qu'il n'y a personne. Voici le paradoxe que personne ne t'explique. Tu peux partager tes traumatismes les plus profonds avec un inconnu dans le bus, mais tu n'arrives pas à dire à ton partenaire depuis 10 ans que tu t'es senti blessé hier. Tu peux raconter des détails intimes de ton enfance à quelqu'un que tu viens de rencontrer, mais quand un ami proche te demande « Comment vas-tu vraiment ?», tu te bloques. Tu dis que tu vas bien. Tu changes de sujet. Et ce n'est pas parce que vous ne faites pas confiance à cette personne. C'est parce que l'intimité réelle vous terrifie d'une manière que la vulnérabilité superficielle ne vous a jamais terrifié. Cela semble contradictoire jusqu'à ce que vous compreniez le mécanisme. Lorsque vous partagez trop avec des étrangers, vous avez le contrôle. Vous choisissez ce que vous racontez. Vous jouez la vulnérabilité. Vous montrez vos blessures d'une manière esthétiquement acceptable, émotionnellement acceptable, et l'étranger vous valide. Il vous dit que vous êtes fort, que vous avez surmonté beaucoup de choses, et vous vous sentez vu sans risquer d'être vraiment connu, parce que cet étranger ne sera jamais assez proche pour voir au-delà de l'histoire que vous racontez. Il ne sera jamais présent lorsque le masque tombera. Il ne vous verra jamais à un moment où vous ne racontez pas votre douleur, mais où vous la ressentez simplement. Mais avec les personnes proches, vous n'avez pas ce contrôle. Elles vous voient dans les moments non édités. Elles remarquent quand vous mentez. Quand vous dites que vous allez bien mais que ce n'est pas le cas. Quand vous souriez mais que quelque chose dans vos yeux trahit votre détresse. Et cela vous terrifie. Parce que si quelqu'un vous voit vraiment, pas la version de vous-même que vous montrez mais le vrai vous, dans les moments où vous n'essayez pas d'être autre chose, vous pensez que cette personne fera ce que vos parents ont fait. Elle vous rejettera. Elle vous trouvera gênant. Elle décidera que vous êtes trop ou pas assez ou tout simplement mauvais. Alors, vous faites ce que vous avez appris à faire. Tu t'éloignes. Pas de manière dramatique, de manière subtile. Tu arrêtes de répondre aux messages aussi souvent. Tu arrêtes de partager des choses réelles.
Tu gardes les conversations superficielles. Et si la personne insiste, si elle essaye de se rapprocher, tu crées une crise. Tu provoques une dispute. Tu disparais. Parce que mettre fin à la relation avant qu'elle ne devienne trop intime est moins douloureux que d'être vu tel que tu es vraiment et d'être ensuite abandonné. Jung comprenait ce mécanisme avec une précision chirurgicale. Il disait que la plus grande résistance à l'individuation, au processus qui consiste à devenir qui vous êtes vraiment, ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de l'intérieur. Parce que devenir qui vous êtes vraiment signifie abandonner la persona. Cela signifie cesser d'être la version agréable, fonctionnelle et acceptable de vous-même. Et c'est terrifiant, parce que vous avez construit toute votre vie autour de cette version. Toutes vos relations existent parce que vous êtes cette personne. Et si vous cessez d'être cette personne, vous croyez que tout le monde va vous quitter. Et peut-être que ce sera le cas. Pas tout le monde, mais certains. Parce que certaines personnes n'aiment que la version édulcorée de vous-même. Elles aiment la personne qui ne se plaint jamais, qui est toujours disponible, qui ne fixe jamais de limites. Et lorsque vous commencez à fixer des limites, lorsque vous commencez à dire non, lorsque vous commencez à exister vraiment, ces personnes s'éloignent. Et cela fait mal, mais cela confirme ce que vous avez toujours cru, que vous n'êtes aimable que lorsque vous êtes effacé. L'un des signes les plus révélateurs de cette terreur est la façon dont vous gérez l'autorité. Soit vous vous annulez complètement, vous acceptez tout, vous ne remettez jamais rien en question, vous devenez l'employé modèle qui ne pose jamais de problème, soit vous vous rebellez de manière disproportionnée contre toute forme de hiérarchie. Quelqu'un vous donne une instruction raisonnable et vous ressentez une colère irrationnelle, comme si cette personne essayait de vous contrôler, comme si toute demande était une tentative de vous dominer. Ces deux réactions proviennent de la même source. Dans votre enfance, l'autorité était synonyme de suppression. Elle signifiait que vous n'aviez pas votre mot à dire, vous n'aviez pas le choix. Vos parents, ou toute autre personne ayant un pouvoir sur vous, décidaient qui vous deviez être, comment vous deviez vous comporter, ce que vous deviez ressentir, et vous ne pouviez pas contester, vous ne pouviez pas remettre en question. Vous ne pouviez même pas avoir une opinion différente sans en subir les conséquences. Alors soit vous vous êtes complètement soumis, soit vous avez développé une révolte chronique contre toute forme d'autorité. Et maintenant, en tant qu'adulte, vous reproduisez ce schéma. Soit vous êtes l'employé qui ne demande jamais d'augmentation, ne remet jamais en question les décisions absurdes, ne défend jamais ses idées. Ou vous êtes la personne qui ne supporte aucun patron, qui passe d'un emploi à l'autre parce que personne ne vous comprend. Mais dans les deux cas, vous réagissez non pas à l'autorité présente, mais à l'autorité passée. Vous vivez comme si vous étiez encore dans cette maison, dans cette enfance, dans cet endroit où il était dangereux d'avoir voix au chapitre. Et il y a quelque chose d'encore plus douloureux. Lorsque vous êtes près de vos parents, vous régressez. Immédiatement, peu importe votre âge, peu importe votre réussite, votre indépendance ou vos capacités, lorsque vous êtes en leur présence, quelque chose change. Vous redevenez l'enfant qui devait plaire, qui devait être tolérable, qui devait disparaître. Vous acceptez des commentaires que vous n'accepteriez jamais de la part d'une autre personne. Vous laissez les autres vous traiter d'une manière que vous ne toléreriez dans aucune autre relation. Et puis quand vous partez, vous vous demandez pourquoi vous n'avez rien dit, pourquoi vous ne vous êtes pas défendu, pourquoi vous avez laissé faire. Et la réponse est toujours la même. Parce qu'en leur présence, vous n'êtes pas un adulte. Vous êtes l'enfant qui essaie encore d'être assez bon pour être vu, pour être aimé, pour compter. Mais ils ne vous voient pas, ils ne vous ont jamais vu. Et ce n'est pas parce que vous n'étiez pas assez bon. C'est parce qu'ils ne regardent pas. Ils regardent la version de vous qu'ils ont créée. Le fils obéissant, la fille qui ne pose pas de problème, l'enfant qui répond à leurs attentes. Et vous collaborez à cela. Parce que l'alternative, montrer qui vous êtes vraiment et risquer qu'ils vous rejettent complètement, est trop terrifiante. Vous voyez cela chez les autres et vous sentez quelque chose se briser en vous. Vous êtes au parc et vous voyez une mère accroupie, à la hauteur des yeux de son fils, écoutant ce qu'il a à dire, écoutant vraiment. Et quelque chose en vous fait mal, d'une manière que vous ne pouvez pas nommer. Parce que vous reconnaissez là quelque chose que vous n'avez jamais eu. Quelqu'un qui s'est baissé, qui a écouté, qui vous a vu comme une personne et non comme le prolongement de ses attentes. Et vous souhaitez avec une intensité qui vous fait honte que cela ait été vous, que quelqu'un vous ait regardé de cette façon, que quelqu'un vous ait demandé qui vous étiez, et pas seulement ce que vous devriez être, mais personne ne vous l'a demandé. Et vous avez appris tout seul qu'il était inutile de poser des questions, qu'il était gênant d'exister, et que la seule façon d'être toléré était de disparaître.
Alors vous avez grandi en faisant exactement cela. Et maintenant, des décennies plus tard, vous êtes entouré de gens mais profondément seuls, parce que personne ne vous connaît vraiment, parce que vous ne l'avez jamais laissé faire. Et quand quelqu'un essaie de se rapprocher, quand quelqu'un pose la bonne question, quand quelqu'un te regarde d'une manière qui semble te voir, tu paniques. Parce que être vraiment vu signifie risquer de confirmer ce que tu as toujours cru, que tu n'aurais pas dû exister ainsi, que tu es trop ou pas assez, ou tout simplement mauvais. Et c'est précisément cette terreur, cette peur paralysante d'être vu et rejeté qui maintient le masque en place, qui vous fait continuer à sourire quand ça fait mal, à vous isoler quand vous avez besoin de connexion, à disparaître quand vous devriez être présent. Parce que tant que vous croirez qu'être vu est dangereux, vous continuerez à vous cacher. Et tant que vous continuerez à vous cacher, vous continuerez à vous sentir invisible. Mais voici ce que personne ne vous a dit. Ce que vous craignez le plus, ce n'est pas d'être rejeté. C'est de découvrir que vous avez passé toute votre vie à vous cacher de quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. Que vous avez construit une prison si élaborée, si bien structurée, que vous n'avez jamais remarqué que la porte était ouverte. Et que maintenant, après des décennies passées à vous protéger d'un rejet qui n'arrivera peut-être jamais, vous êtes prisonnier. Non pas parce que quelqu'un vous a emprisonné, mais parce que vous avez oublié comment en sortir. Il y a un moment précis où le système commence à s'effondrer. Ce n'est pas un moment grandiose. Ce n'est pas une révélation cinématographique où tout s'illumine et où vous comprenez enfin. C'est quelque chose de plus petit, de plus silencieux, de plus dévastateur. Vous êtes au milieu d'une conversation banale, vous souriez, vous acquiescez à quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord, et soudain vous réalisez « je ne crois pas un mot de ce que je dis ». Et pendant une seconde, vous vous voyez de l'extérieur. Vous voyez la performance, vous voyez le masque, et vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas voir. Ou vous êtes dans une relation où vous avez toujours été complaisant, où vous avez toujours cédé, où vous avez toujours fait passer les besoins de l'autre avant les vôtres. Et un jour, cette personne vous demande quelque chose de raisonnable, quelque chose que vous feriez normalement sans poser de questions. Mais cette fois, quelque chose en vous dit non, pas avec colère, pas avec explication, juste un non silencieux, profond, inébranlable. Et vous réalisez que vous n'en pouvez plus. Vous ne supportez plus d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous ne supportez plus de disparaître. Ces moments sont dangereux, parce qu'ils vous obligent à voir quelque chose que vous avez passé des décennies à éviter. Vous avez construit toute une vie sur un mensonge. Et le mensonge n'est pas que vous êtes une mauvaise personne. Le mensonge est que vous avez cru que vous ne seriez aimé que si vous n'existiez pas vraiment, que vous ne seriez toléré que si vous ne dérangiez jamais, que vous ne seriez accepté que si vous ne demandiez jamais rien. Et maintenant, au milieu de votre existence, vous réalisez que vous n'avez pas testé cette croyance. Vous vous y êtes simplement conformé pendant des années, des décennies, peut-être toute votre vie. Et ce qui vient après ce réveil n'est pas un soulagement, c'est un effondrement. Parce que lorsque vous réalisez que vous avez passé tant de temps à vivre de manière automatique, guidé par un système de survie qui a été installé lorsque vous aviez 6 ans, la première réaction n'est pas « enfin, je peux changer ». C'est « combien de temps ai-je perdu ?» C'est regarder en arrière et voir tous les choix que vous n'avez pas faits, toutes les relations que vous avez sabotées, toutes les opportunités que vous avez laissées passer parce que vous étiez trop occupé à être agréable. L'épuisement devient insupportable. Vous réalisez que vous êtes fatigué d'une manière que le sommeil ne peut pas résoudre. Fatigué de sourire quand vous êtes détruit. Fatigué de dire que tout va bien alors que rien ne va bien. Fatigué de surveiller constamment l'humeur des gens autour de vous. Fatigué de vous adapter, de vous modeler, de disparaître. Et cette fatigue n'est pas de la paresse. C'est votre corps qui vous dit qu'il ne supporte plus de porter une vie qui n'est pas la vôtre. Et c'est là que les signes d'effondrement commencent. Vous réagissez de manière disproportionnée à des choses insignifiantes. Quelqu'un vous fait une critique légère, voire constructive, et vous vous effondrez ou vous explosez. Parce que cette critique n'est pas seulement une critique, c'est la confirmation que vous n'êtes pas assez bon. Que même après avoir passé toute votre vie à essayer d'être parfait, agréable, invisible, cela n'a toujours pas suffi, et la colère que vous ressentez n'est pas due à la critique. Elle est due à toutes les fois où vous vous êtes annulé, rabaissé, effacé, et où cela n'a toujours pas suffi. Ou bien vous vous isolez complètement. Vous arrêtez de répondre aux messages, vous arrêtez de répondre aux appels, vous annulez vos rendez-vous, non pas parce que vous êtes occupé, mais parce que vous ne supportez plus de jouer un rôle.
Vous ne supportez plus de porter un masque. Et rester seul, même si cela fait mal, est moins épuisant que de prétendre que tout va bien. Parce que lorsque vous êtes seul, au moins, vous n'avez pas besoin de mentir. Au moins, vous n'avez pas besoin de jouer un rôle. Au moins, vous pouvez exister, même si c'est dans le vide. Jung disait que la confrontation avec l'ombre, avec toutes les parties de vous-même qui ont été réprimées, est l'un des moments les plus douloureux du processus d'individuation. Parce que vous ne reconnaissez pas seulement que vous avez caché des parties de vous-même. Vous reconnaissez que vous avez vécu des décennies comme quelqu'un que vous n'êtes pas, et que toutes les personnes qui vous entourent ne vous connaissent pas. Ils connaissent la persona. Et vous n'avez aucune idée de ce qui se passera lorsque vous retirerez la persona, s'il restera encore quelque chose, si les gens resteront, si vous supporterez ce que vous trouverez, et il y a quelque chose d'encore plus effrayant. Vous commencez à percevoir les schémas. Vous réalisez que vous choisissez toujours des personnes émotionnellement indisponibles. Vous réalisez que vous sabotez toujours les relations lorsqu'elles commencent à devenir intimes. Vous remarquez que vous vous mettez toujours dans des situations où vous devez plaire, où vous devez prouver votre valeur, où vous devez gagner l'amour par vos performances, et vous réalisez que vous ne faites pas cela par hasard. Vous reproduisez la dynamique de votre enfance. Vous recréez l'environnement dans lequel vous avez appris à exister, parce que même si cela fait mal, c'est familier. Et le familier, aussi toxique soit-il, semble plus sûr que l'inconnu. Vous voyez un père avec son fils dans le parc. Le garçon tombe, il s'écorche le genou, et le père se penche, nettoie la blessure, lui dit que tout va bien, qu'il est courageux, et quelque chose en vous se brise, parce que vous n'avez jamais connu cela. Quand vous tombiez, quand vous vous blessiez, quand vous pleuriez, la réponse était « ce n'est rien, tu exagères, arrête de faire des histoires ». Et vous avez appris que la douleur ne devait pas être validée. Elle devait être cachée, minimisée, négée. Et maintenant, des décennies plus tard, vous faites exactement cela. Quelqu'un vous blesse et vous dites « ce n'est rien ». Quelqu'un vous manque de respect et vous minimisez. Quelqu'un dépasse vos limites et vous vous dites que vous exagérez. Parce que vous avez intériorisé la voix de vos parents. Et maintenant, cette voix est la vôtre. Elle vit en vous, vous disant que vous êtes trop sensible, trop dramatique, trop exigeant. Et vous y croyez, parce que l'enfant que vous étiez y croyait, et l'adulte que vous êtes devenu ne l'a jamais remis en question. Mais ce déni constant a un coût, et ce coût, c'est que vous vivez comme un fantôme, physiquement présent, mais absent dans tous les sens qui comptent. Vous êtes dans la pièce, mais vous n'êtes pas dans la conversation. Vous êtes dans la relation, mais vous n'êtes pas dans le couple. Vous êtes en vie, mais vous ne vivez pas. Et les gens autour de vous peuvent le sentir. Ils ne savent peut-être pas mettre un nom dessus, mais ils sentent qu'il manque quelque chose, que vous êtes là, mais pas vraiment. Qu'il existe une distance infranchissable entre vous et le monde. Et lorsque vous vous en rendez enfin compte, lorsque vous voyez enfin que vous avez passé toute votre vie à survivre plutôt qu'à vivre, la douleur est insupportable, parce que vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas savoir. Vous ne pouvez plus fonctionner en mode automatique. Vous ne pouvez plus vous dire que tout va bien alors que tout s'écroule. Et vous vous retrouvez face à un choix impossible. Continuez à vivre comme vous avez toujours vécu, en gardant votre masque, en préservant l'illusion que tout va bien, ou affronter la vérité que vous avez passé des décennies à vous cacher à vous-même. Et la vérité est terrifiante, parce que cela signifie que vous allez devoir tout démanteler. Toutes les certitudes que vous aviez sur qui vous êtes, toutes les relations qui ont été construites sur la version acceptable de vous-même, tous les choix que vous avez faits pour plaire, pour ne pas déranger, pour être accepté, et vous n'avez aucune idée de ce qui restera quand vous aurez tout enlevé. Vous ne savez pas s'il y a un vous sous le masque, ou si vous n'êtes que le masque, et ce doute vous paralyse. Mais il y a quelque chose que vous n'avez pas encore compris, quelque chose que Jung comprenait profondément. La douleur que vous ressentez actuellement n'est pas celle d'être brisé, c'est la douleur de l'éveil, c'est la douleur de réaliser que vous avez vécu endormi, que vous avez fonctionné en pilote automatique, que vous avez livré votre vie à un système de survie créé par un enfant effrayé et qui n'a jamais été mis à jour. Et cette douleur, aussi insupportable soit-elle, est nécessaire, parce que vous ne pouvez pas réparer ce que vous ne reconnaissez pas comme étant brisé. Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne percevez pas comme étant la norme, et vous ne pouvez pas vous libérer d'une prison dont vous ignorez l'existence. L'éveil fait mal précisément parce qu'il vous oblige à voir, et voir, après avoir passé tant de temps à éviter, est brutal, mais c'est la seule issue, car voici ce que personne ne vous a dit. Le système que vous avez construit a fonctionné.
Il vous a protégé quand vous étiez enfant et que vous n'aviez pas d'autre choix. Mais vous n'êtes plus cet enfant. Vous n'êtes plus dans cette maison. Vous n'êtes plus en danger. Et le système qui vous a sauvé à l'époque est en train de vous tuer aujourd'hui. Il vous empêche de vivre, de vous connecter, d'exister vraiment. Et tant que vous ne démantelez pas consciemment ce système, tant que vous ne remplacez pas les règles de l'enfant effrayé par les choix de l'adulte conscient, vous resterez prisonnier. Et la question qui se pose maintenant n'est plus « Pourquoi suis-je comme ça ?» Vous savez déjà pourquoi. La question est « Maintenant que je sais d'où cela vient, qu'est-ce que j'en fais ?» Et cette question vous emmène dans un territoire que vous avez passé toute votre vie à éviter. Elle vous ramène à l'origine, à l'enfance, au moment où tout a commencé. Parce que vous ne pouvez pas vous libérer de ce que vous ne comprenez pas. Et comprendre signifie revenir en arrière. Cela signifie regarder l'enfant que vous étiez et enfin lui demander « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Revenir à l'enfance n'est pas un exercice nostalgique. Il ne s'agit pas de se remémorer des moments heureux ou de reconnaître que vos parents ont fait de leur mieux. Il s'agit de regarder avec des yeux d'adulte ce qui s'est réellement passé. Et ce qui s'est réellement passé, ce n'est pas seulement ce qui a été fait, c'est ce qui n'a pas été fait. Ce n'est pas seulement la violence explicite, s'il y en a eu, c'est l'absence de présence, le manque de validation, le silence là où il aurait dû y avoir une écoute. Et reconnaître cela n'est pas se victimiser, c'est de l'archéologie émotionnelle. C'est creuser jusqu'à trouver le moment précis où vous avez appris qu'il était dangereux d'exister. L'enfant que vous étiez n'avait pas les outils pour comprendre ce qui se passait. Il ne savait pas que ses parents étaient aux prises avec leurs propres blessures, leurs propres limites émotionnelles, leurs propres traumatismes non résolus. Tout ce qu'elle savait, c'est que lorsqu'elle pleurait, personne ne venait. Lorsqu'elle demandait de l'aide, elle était ignorée ou réprimandée. Lorsqu'elle montrait ses émotions, elle était punie ou ridiculisée. Et la seule conclusion logique qu'un enfant peut tirer de ces expériences est « Je suis le problème, je suis trop, je suis gênant ». Et cette conclusion devient une croyance. Et cette croyance devient une identité. Et cette identité devient le système d'exploitation de toute sa vie. Parce que l'enfant n'a pas la capacité de comprendre que le problème ne venait pas d'elle, que ses parents étaient émotionnellement indisponibles, non pas parce qu'elle ne méritait pas d'attention, mais parce qu'ils n'avaient pas la capacité émotionnelle de lui en donner. Qu'elle a été négligée non pas parce qu'elle était inadéquate, mais parce qu'ils fonctionnaient avec leur propre système de survie défaillant. Mais vous ne pouviez pas le savoir à l'époque. Et même maintenant, en tant qu'adulte, reconnaître cela est douloureux, parce que cela signifie accepter que vos parents ont échoué, pas de manière monstrueuse peut-être, pas de manière criminelle, mais ils ont échoué. Ils ont échoué à vous voir, ils ont échoué à vous valider, ils ont échoué à créer un environnement où vous pouviez exister sans crainte. Et accepter cela ne signifie pas les blâmer. Cela signifie cesser de vous blâmer vous-même. Carl Jung disait que tant que vous n'avez pas rendu conscient votre inconscient, celui-ci dirigera votre vie, et vous appellerez cela le destin. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Tu as passé des décennies à répéter des schémas qui ont été installés pendant ton enfance sans te rendre compte que tu le faisais. Tu as choisi des partenaires émotionnellement indisponibles parce que cela t'était familier. Tu as saboté des relations saines parce que la véritable intimité te terrifiait. Tu t'es mis dans des situations où tu devais prouver ta valeur parce que c'était la seule façon d'exister que tu connaissais. Et tous ces signes, sourire quand ça fait mal, s'isoler de manière chronique, ne pas savoir qui vous êtes, ressentir une culpabilité disproportionnée, changer de comportement quand quelqu'un entre dans la pièce, avoir peu ou pas d'amis, avoir des problèmes avec l'autorité, régresser auprès de vos parents, trop en dire à des étrangers et rien à vos proches, être terrifié par l'intimité réelle, ne sont pas des défauts de caractère, ce sont des symptômes. Les symptômes d'une seule blessure centrale, l'interdiction d'exister. Vous n'avez pas été aimé de manière inconditionnelle, vous avez été toléré de manière inconditionnelle, et la condition était « disparaissez ». Ne montrez pas ce que vous ressentez, ne demandez pas ce dont vous avez besoin, ne soyez pas gênant. Et vous avez obéi, parce qu'un enfant n'a pas le choix. Un enfant dépend des adultes qui l'entourent pour sa survie physique et émotionnelle. Alors il fait ce qu'il doit faire, il s'adapte, il se conforme, il disparaît. Mais voici ce que vous devez comprendre. L'enfant qui a fait cela n'avait pas tort. Il se protégeait de la seule manière qu'il connaissait. Il n'avait pas la maturité cognitive nécessaire pour comprendre que le problème ne venait pas de lui.
Il n'avait pas la capacité émotionnelle de gérer le rejet sans l'intérioriser comme une vérité sur sa valeur. Il n'avait pas le choix. Mais vous, maintenant, en tant qu'adulte, vous l'avez. Et c'est la différence entre être prisonnier du passé et s'en libérer. Reconnaître que vous avez été négligé ne signifie pas que vous allez passer le reste de votre vie à vous victimiser. Cela signifie que vous allez enfin cesser de vous blâmer pour des réactions qui sont tout à fait logiques, compte tenu de ce que vous avez vécu. Cela signifie que vous allez regarder cet enfant qui a dû se construire un masque pour survivre et lui dire « Tu as fait ce que tu devais faire, mais je n'en ai plus besoin. » Et c'est dévastateur. Parce que cela signifie que vous allez devoir faire votre deuil. Le deuil de l'enfance que vous n'avez pas eu, le deuil des parents que vous méritiez, mais que vous n'avez pas eu. Le deuil de la version de vous-même qui n'a jamais pu exister parce qu'il était dangereux d'exister. Et ce deuil n'est pas quelque chose que vous faites une fois pour toutes, c'est quelque chose qui revient, par vagues, à des moments inattendus, quand vous voyez un père écouter vraiment son fils, quand vous voyez quelqu'un être validé dans sa douleur, quand vous réalisez, encore une fois, que cela n'a jamais été vous. Mais le deuil, aussi douloureux soit-il, est libérateur. Parce que tant que vous ne ferez pas ce deuil, vous continuerez à agir comme si vos parents étaient encore capables de vous donner ce dont vous aviez besoin et que vous n'avez jamais reçu. Vous continuerez à essayer de prouver votre valeur. Vous continuerez à espérer que, si vous êtes assez bon, assez agréable, assez invisible, ils finiront par vous voir. Mais ils ne le feront pas. Non pas parce que vous n'en êtes pas digne, mais parce qu'ils en sont incapables. Et accepter cela est l'un des gestes les plus douloureux et les plus libérateurs que vous puissiez faire. Et il y a quelque chose d'encore plus profond qui doit être dit. Vos parents ont probablement vécu la même chose. Ils ont également grandi dans des environnements émotionnellement hostiles. Ils ont également appris à disparaître. Ils ont également construit des personnalités qui sont devenues des prisons. Et ils n'ont jamais fait le travail nécessaire pour se libérer. Ils n'ont jamais affronté leurs ombres. Ils n'ont jamais fait le deuil de leur propre enfance. Et c'est pourquoi ils ont reproduit avec vous ce qui leur a été fait. Cela ne les absout pas, mais cela explique. Et l'explication n'est pas une excuse. C'est le contexte. C'est comprendre que vous n'êtes pas le seul à avoir souffert de cette dynamique, qu'il existe une chaîne intergénérationnelle de blessures non guéries, et que cette chaîne continuera jusqu'à ce que quelqu'un ait le courage de l'arrêter. Et cette personne, c'est peut-être vous. Mais pour mettre fin à cette chaîne, vous devez faire quelque chose qui vous terrifie. Vous devez cesser d'essayer d'être celui que vos parents voulaient que vous soyez. Vous devez cesser d'attendre la validation qu'ils ne vous ont jamais donnée. Vous devez cesser de mesurer votre valeur à leur aune. Et vous devez commencer à construire une vie basée, non pas sur ce que vous devriez être, mais sur ce que vous êtes réellement. Et voici la dernière vérité, la plus dévastatrice, à propos de tout cela. Vous ne pouvez pas changer le passé. Vous ne pouvez pas revenir en arrière et avoir l'enfance que vous méritiez. Vous ne pouvez pas faire en sorte que vos parents vous voient tel que vous êtes vraiment. Vous ne pouvez pas effacer les blessures qui ont été infligées lorsque vous aviez 5, 8 ou 12 ans. Mais vous pouvez cesser de laisser ces blessures définir qui vous êtes aujourd'hui. Vous pouvez cesser de vivre comme si vous étiez encore cet enfant. Vous pouvez cesser de fonctionner selon les règles d'un jeu qui est déjà terminé. Car voici ce que personne ne vous a dit. Comprendre d'où viennent les signes ne les fait pas disparaître automatiquement. Vous continuerez à sourire quand vous souffrez. Vous continuerez à vous isoler quand vous avez besoin de connexion. Vous continuerez à vous sentir coupable dans des situations normales. Mais maintenant, vous saurez pourquoi. Et savoir pourquoi vous donne un choix que vous n'aviez jamais eu auparavant. Le choix de réaliser quand vous fonctionnez en pilote automatique, le choix de faire une pause. Le choix de vous demander, est-ce une réaction réelle à ce qui se passe maintenant ou est-ce une réaction à mon enfance? Et quand vous posez cette question, quand vous créez cet espace entre le stimulus et la réaction, quelque chose change. Pas d'un seul coup, pas de manière spectaculaire. Mais petit à petit, vous commencez à réaliser que vous avez plus de contrôle que vous ne le pensiez, que vous n'êtes pas prisonnier des schémas qui ont été installés il y a des décennies, que vous pouvez lentement, délibérément, consciemment, commencer à démanteler le système de survie dont vous n'avez plus besoin. Et cela vous amène à la question finale. La question qui détermine si vous allez passer le reste de votre vie prisonnier de ce qui vous a été fait ou si vous allez vous libérer. Maintenant que vous savez d'où vous venez, maintenant que vous comprenez le mécanisme, maintenant que vous reconnaissez que l'enfant n'avait pas le choix, mais que l'adulte l'a, que faites-vous de tout cela? Comment récupérez-vous ce qui a été effacé? Comment reconstruisez-vous une vie basée non pas sur la survie, mais sur l'existence réelle? La réponse n'est pas de réparer. Vous n'êtes pas cassé.
Vous fonctionnez avec un système qui était parfaitement adapté à la situation dans laquelle il a été créé, mais qui est devenu obsolète. Et démonter ce système n'est pas comme réparer un objet. C'est comme désapprendre une langue que vous avez parlé toute votre vie et en apprendre une nouvelle. C'est lent, c'est inconfortable. Et cela exige que vous fassiez des erreurs. Carl Jung appelait ce processus individuation, le chemin qui mène à devenir qui vous êtes vraiment et non qui vous avez été conditionné à être. Et il était très clair sur un point, l'individuation n'est pas confortable. Ce n'est pas une illumination instantanée, ce n'est pas se réveiller un jour et être guéri. C'est un processus d'intégration. Il s'agit de reconnaître les parties de vous-même qui ont été réprimées, exilées, cachées dans l'ombre, et de les ramener à la lumière. Il s'agit d'arrêter de lutter contre qui vous êtes et de commencer à habiter votre propre existence. Et la première étape n'est pas grandiose. Ce n'est pas une thérapie intensive, une retraite spirituelle ou un changement radical de vie. La première étape consiste simplement à prendre conscience. Prendre conscience lorsque vous jouez un rôle. Prendre conscience lorsque le sourire apparaît automatiquement même lorsque vous n'êtes pas heureux. Prendre conscience lorsque vous dites « je vais bien » sans même vérifier si c'est le cas. Prendre conscience lorsque vous changez de comportement parce que quelqu'un est entré dans la pièce. Prendre conscience lorsque vous ressentez une culpabilité disproportionnée. Prendre conscience lorsque vous vous isolez non par choix, mais par peur. Juste prendre conscience. Sans jugement, sans essayer de changer immédiatement, parce que le jugement vous enferme dans le cycle. Lorsque vous vous jugez parce que vous souriez alors que vous souffrez, lorsque vous vous critiquez parce que vous n'arrivez pas à fixer des limites, lorsque vous vous reprochez de réagir encore comme un enfant effrayé, vous ne faites qu'ajouter une couche supplémentaire de rejet. Vous reproduisez le schéma de vos parents, qui vous disent que ce que vous ressentez, ce que vous faites, n'est pas acceptable. Mais si vous parvenez simplement à remarquer, sans juger, quelque chose commence à changer. Parce que remarquer crée de la distance. Et la distance crée le choix. Vous remarquez que vous souriez quand vous souffrez. Et à ce moment-là, vous pouvez choisir d'arrêter. Vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez. Et parfois, vous choisirez de continuer à sourire parce que vous n'êtes pas encore prêt. Et c'est très bien, parce que le simple fait de remarquer est déjà une libération. C'est déjà sortir du pilote automatique. La deuxième étape est plus difficile. Il s'agit de commencer à faire autrement. Et cela signifie affronter la terreur qui vous a maintenu prisonnier. La terreur que si vous arrêtez de sourire, les gens vous rejetteront. La terreur que si vous fixez des limites, ils vous abandonneront. La terreur que si vous existez vraiment, ils confirmeront ce que vous avez toujours cru, que vous êtes trop ou pas assez, ou tout simplement inadéquat. Et la seule façon d'affronter cette peur est de la tester. Il faut commencer petit, très petit. Quelqu'un vous demande comment vous allez, et au lieu de répondre automatiquement « je vais bien », vous faites une pause. Vous vérifiez en vous-même. Et peut-être, juste peut-être, vous direz la vérité. « Je suis fatigué, je suis débordé, je ne vais pas très bien aujourd'hui. » Et vous attendez. Vous attendez le rejet. Vous attendez que la personne s'enfuit. Vous attendez que votre pire crainte se confirme. Et parfois, elle s'enfuit. Parfois, la personne ne sait pas comment gérer votre vérité. Elle n'en a pas la capacité émotionnelle. Et ça fait mal. Mais voici ce que vous découvrez. Vous survivez. Le rejet que vous avez passé toute votre vie à éviter se produit. Et vous ne vous effondrez pas. Vous ne disparaissez pas. Vous continuez d'exister. Et c'est la découverte la plus libératrice et la plus terrifiante. Vous pouvez survivre au rejet. Mais d'autres fois, quelque chose de différent se produit. La personne ne s'enfuit pas. Elle écoute. Elle valide. Elle reste. Et c'est encore plus terrifiant. Parce que maintenant, vous avez la preuve que ce que vous avez cru toute votre vie, que vous n'êtes aimable que lorsque vous êtes effacé, n'est peut-être pas vrai. Et si ce n'est pas vrai, alors vous avez passé des décennies à vous cacher pour rien. Et cette prise de conscience fait aussi mal que le rejet, peut-être même plus. Mais c'est dans cette douleur que la transformation s'opère, parce que vous commencez à construire de nouvelles preuves. Des preuves que vous pouvez exister pour de vrai sans être abandonné, que vous pouvez avoir des besoins sans être un fardeau, que vous pouvez être en désaccord sans être rejeté. Et petit à petit, très petit à petit, le récit que vous avez construit sur vous-même commence à se fissurer. Et puis vient la partie la plus difficile de toutes. Vous devez affronter la personne que vous étiez, cet enfant qui a construit un masque, qui a appris à disparaître, qui a passé des années, des décennies, à se protéger de la seule manière qu'il connaissait. Et vous devez faire quelque chose que personne n'a fait pour lui. Vous devez le valider.
Vous devez lui dire qu'il n'avait pas tort, qu'il a fait ce qu'il devait faire, que survivre était une victoire, pas une défaite. Et vous devez lui dire que maintenant, vous allez prendre soin d'elle comme personne ne l'a jamais fait, que vous ne l'abandonnerez plus pour plaire aux autres, que vous n'ignorerez plus ce qu'elle ressent pour être acceptable, que vous allez enfin lui donner ce dont elle a toujours eu besoin, la permission d'exister. Et cela change tout, parce que lorsque vous cessez de rejeter l'enfant que vous étiez, vous cessez de rejeter l'adulte que vous êtes. Lorsque vous cessez d'exiger qu'elle soit différente, vous cessez d'exiger que vous soyez différent. Et pour la première fois, vous pouvez commencer à vivre votre propre vie. Pas la vie que vos parents voulaient être pour vous, pas la vie que la société approuve. Votre vie. Et cette vie ne sera pas parfaite. Vous aurez encore des jours où vous régresserez, où vous sourirez quand vous souffrirez, où vous vous isolerez alors que vous aurez besoin de connexion, où vous vous sentirez coupable d'avoir fixé une limite. Mais maintenant, vous savez d'où cela vient. Vous savez que ce n'est pas qui vous êtes, mais comment vous avez appris à survivre. Et le savoir vous donne la possibilité de faire un choix différent. Jung disait que le privilège d'une vie entière est de devenir qui vous êtes vraiment, pas qui vous devriez être, pas qui serait plus pratique, qui vous êtes vraiment. Et ce processus n'a pas de fin. Il n'y a pas de moment où vous êtes guéri ou complet. C'est un chemin de retour vers vous-même, de retour vers l'enfant qui a dû disparaître, de retour vers les parties de vous qui ont été exilées, retour vers la vie qui a toujours été la vôtre, mais que vous ne vous êtes jamais permis de vivre. Et le premier pas sur ce chemin n'est pas dramatique. Ce n'est pas une décision qui change tout d'un coup. C'est simplement cela. La prochaine fois que quelqu'un vous demandera comment vous allez, faites une pause, vérifiez. Et peut-être, juste peut-être, direz-vous la vérité. Pas la vérité acceptable, la vérité réelle. Et vous observerez ce qui se passe. Observez si la terreur que vous avez portée toute votre vie se confirme, ou si, peut-être, le monde est plus sûr que ce que cet enfant a appris qu'il était. Et si vous y parvenez une fois, vous pouvez le refaire. Et encore. Et petit à petit, vous construisez une vie où il n'est pas dangereux d'exister, où vous n'avez pas besoin de masque, où vous pouvez être vu tel que vous êtes et ne pas être détruit. Et cette vie n'éliminera pas la douleur d'avoir grandi comme vous avez grandi. Elle n'effacera pas ce qui a été fait, mais elle vous donnera quelque chose que vous n'avez jamais eu, la liberté d'être qui vous avez toujours été, mais que vous n'avez jamais pu être. Si vous avez reconnu ces signes chez vous ou chez quelqu'un de votre entourage, laissez un commentaire. Lequel de ces signes vous a le plus marqué? Lequel reconnaissez-vous en vous, mais dont vous n'aviez jamais compris l'origine? Car nommer est la première étape vers la transformation. Et la transformation est possible. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. N'oubliez pas, vivre en pleine conscience est un choix. Éveillez votre esprit, affrontez vos désirs et éclairez votre ombre. Comptez sur moi dans cette aventure et continuez à suivre les prochaines vidéos de la chaîne.